Bonjour, je suis Yağmur Aydemir. Le problème, le dataset qu'on utilise est multilabel, c'est-à-dire qu'un tweet peut avoir plusieurs étiquettes simultanément et en même temps, le dataset est déséquilibré. Architecture One versus Rest. Pour gérer le multilabel, on a choisi une architecture One versus Rest. On utilise 4 classifieurs binaires indépendants. Le premier sépare scientifique de non scientifique. Si le tweet est scientifique, il passe dans 3 classifieurs en parallèle, claim, référence, contexte. Chacun répond oui ou non. On agrège les 3 sorties pour obtenir l'ensemble d'étiquettes finales. Ici, X est prédit, claim, référence, ce qui correspond à la ground truth. Exploration des données. Sur les données réelles, on voit clairement les déséquilibres. Non scientifiques dominent largement scientifiques. Parmi les tweets scientifiques, claim et contexte sont majoritaires. Référence est plus rare. Aucun tweet n'a uniquement le label référence. La référence apparaît toujours combinée avec claim ou contexte. Architecture de pipeline. Voici notre pipeline complet. Après le nettoyage, on split train et test. On fait l'upsampling avec les données synthétiques uniquement sur les trains. Sinon, c'est du data leakage. Le TF-IDF est fité sur les trains seulement. On compare ensuite 6 modèles en validation croisée. On optimise les meilleurs et on évolue une seule fois sur le test réel. Bonjour, je suis Léo Ponchon. D'abord, pour le pré-traitement, l'objectif était de nettoyer les tweets pour les rendre exploitables par TF-IDF. Les tweets contiennent souvent du bruit, des URL, des mentions, des hashtags ou des caractères spéciaux. On applique donc 5 étapes. C'est la suppression des URL et mentions, le traitement des hashtags en gardant le mot, le nettoyage avec des regex et le passage en minuscules avec l'hématisation. Puis, test avec ou sans stopword. Par exemple, un tweet brut avec une mention, un lien et hashtag else devient un texte plus simple, centré sur le mot important. Le résultat notable est que conserver les stopwords donne le meilleur F1 macro sur T1, 0,8287 contre 0,7999 pour la version où ils sont supprimés. Ensuite, le split train test est fait avant tout équilibrage, uniquement sur les données réelles. On utilise un split stratifié 80-20 pour garder des proportions proches entre train et test. Le TF-IDF est appris seulement sur le train afin d'éviter toute fuite d'informations. Enfin, pour le déséquilibre, certaines classes sont beaucoup plus présentes que d'autres. Par exemple, pour T1, on a au départ 612 non scientifiques, contre 299 scientifiques dans le train. On équilibre donc uniquement le train en passant à 612 contre 612. Mais on garde le test réel et non équilibré. C'est pour ça que le F1 macro est notre métrique principale. Il évalue mieux les classes minoritaires que l'accuracy. Le central de notre architecture, c'est la vectorisation par TF et DF qui traduit nos tweets bruts en nombres. Son fonctionnement est très intuitif. Le système repère les mots fréquents et inutiles comme le la pour réduire leur poids vers 0. À l'inverse, il augmente vers le poids 1 des termes rares et scientifiques comme neurological et tout. On obtient ainsi une matrice propre débarrassée du bruit des réseaux sociaux. C'est cette simplification mathématique qui permet à notre classifieur SVM de séparer nettement les classes et de prendre une décision. Ici, c'est l'œil qui présente la comparaison des modèles. On a testé 6 algos classiques. Ils utilisent tous la même représentation TF-IDF et sont évalués avec une validation croisée stratifiée à 5-fold. On utilise le F1 macro comme métrique principale parce que les classes sont déséquilibrées. Les boxplots permettent aussi de vérifier la stabilité entre les folds. Globalement, SVN et Random Forest sont les modèles les plus solides. A l'inverse, KNN fonctionne mal, notamment sur Claim, car les distances entre tweets courts sont peu fiables dans un espace TF-IDF très grand avec beaucoup de valeurs nulles. Pour les hyperparamètres, on optimise seulement les 2 meilleurs candidats de chaque tâche avec Randomized Search CV en 10 itérations. Pour SVN et la régression logistique, le paramètre C règle le compromis entre une marche plus large et une meilleure adaptation aux données d'entraînement. Après optimisation, SVN est retenu pour la majorité des tâches. Pour référence, on choisit plutôt la régression logistique, car cette classe est plus ambiguë et bénéficie d'une décision plus probabiliste. Enfin, pour la tâche 3, on réutilise les modèles optimisés pour claim, reference et contexte, puis on garde la classe avec le score le plus élevé. Résultats finaux, matrice de confusion partage, 132 non-scientifiques bien classés, 50 scientifiques bien classés, 21 non-scientifiques classés comme scientifiques, faux positif, 25 scientifiques classés comme non-scientifiques, faux négatif. Donc, on peut voir que le modèle se trompe un peu dans les deux sens, mais globalement, il est bon pour cette tâche. Deuxième tâche, claim or ref versus context. 64 claim or ref bien classés, 4 contextes bien classés, 5 claim or ref classés comme contexte, 2 contextes classés comme claim or ref. C'est un résultat très bien. Claim or ref est bien reconnu, peu d'erreurs. Dernière tâche, claim versus ref versus context.
17 claims bien classés, 5 contextes bien classés. Ref, on a obtenu 0 bien classé. Le modèle ne reconnaît jamais ref seul. Les refs sont tous prédits comme claim ou contexte. Donc, on voit que ref n'est jamais prédit correctement. On peut dire que le modèle n'a pas appris à reconnaître isolément. Bonjour, je me présente. C'est Moufox Sabrina. Donc, nous avons évalué le système sur 75 tweets scientifiques à travers 3 indicateurs clés. D'abord, sur la tâche 1 globale, on obtient une excellente F1 score de 0,79%, ce qui prouve la solidité de notre classification. Ensuite, notre meilleur résultat concerne la tâche de désolation du contexte, où on atteint 91% d'accuracy. Le système est donc extrêmement fiable pour repérer la contextualisation scientifique. Enfin, sur la tâche 3, on trie strict monolabel. Le modèle maintient une belle efficacité avec 71% d'accuracy. En conclusion, ces scores valident définitivement la robustesse de notre pipeline. Comme notre architecture utilise 3 classifieurs binaires pour claim, ref et contexte, on évalue d'abord leur sortie agrégée comme un problème multilabel. Le Ramilus montre qu'environ 27% des décisions label par label sont incorrectes. L'exact match ratio montre que seulement 44% des tweets ont tout l'ensemble de labels parfaitement prédits. C'est une métrique plus stricte car une seule erreur sur claim, ref ou contexte rend toute la prédiction fausse. Les F1 micro, macro et samples restent autour de 0,77 à 0,79, donc les labels sont plutôt bien reconnus séparément, mais les combinaisons complètes restent difficiles. Pour comprendre ces limites, on regarde les erreurs sur la tâche 1. Il y a 46 erreurs sur 228 tweets, presque équilibrées entre faux positifs et faux négatifs. Sur la tâche 2, il y a 7 erreurs sur 75, se trouvent entre claim, or ref et contexte. Sur la tâche 3, il y a 9 erreurs sur 31 tweets monolabellisés, principalement des claims prédits comme contexte. Ces erreurs viennent souvent des tweets courts ou ambigus. Par exemple, certains tweets contiennent du vocabulaire médical ou scientifique, mais leur rôle exact reste difficile à identifier. Enfin, les features guideux confirment cette ambiguïté. Des mots comme health, science research ou ECMAG identifient bien le domaine scientifique, mais ils apparaissent dans plusieurs classes. Ça montre la limite principale de notre approche. Le modèle repère le vocabulaire scientifique, mais ne distingue pas toujours précisément le rôle du tweet. Critique et conclusion. Donc, en regardant nos résultats, ce qu'on a remarqué, c'est que conserver les stop words nous a donné le meilleur F1 macro par rapport à la baseline. On voit que des expressions comme has been shown ou according to sont vraiment discriminantes pour reconnaître un tweet scientifique. Donc, les supprimer efface ce contexte sémantique.